Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien. Ça, c'est comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Le podcast du management. Une production Albus Conseil. Salut Camille. Salut Pat. Et bienvenue à tous à la table ronde du management. Comme tous les mois pendant 1 heure environ, on va parler d'un grand sujet de management qui arrive très souvent dans nos discussions sur le terrain. Et pour ce mois-ci, on va parler de reconnaissance. La reconnaissance, ah ouais, en 1 heure. Ah ben oui, c'est un peu chaud parce que effectivement la reconnaissance c'est un sujet qui revient invariablement dans toutes les enquêtes de personnel comme étant le truc qui va pas dans votre entreprise. Et pour nous, c'est un peu l'histoire sans fin. Mip, mip. Je suis le seul que vous aimez pas. Mais qu'est-ce qui peut bien se manigancer dans votre tronche pour vous pointer avec des idées pareilles? Si, je peux pas faire mieux, là. Vous pouvez pas me blairer, je pars. Ah d'accord. Ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Asseyez-vous. Mais sire. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous, puis vous mangez une tarte. Avec quel autre chevalier je déjeune seul à seul? Bah, je sais plus. Aucun. 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 Vous êtes le seul. Ah, mais comment ça se fait? Parce que j'ai envie. 1 heure avant, je me dis toujours, tiens, je vais déjeuner avec Perceval, ça me fait plaisir. Donc vous pouvez pas me supporter, mais vous m'aimez. Voilà, c'est un peu ça. Bah oui, l'histoire sans fin, parce qu'en fait, la reconnaissance, c'est un peu un hydre. C'est-à-dire qu'on lui coupe une tête et puis elle revient en ayant 2 nouvelles têtes supplémentaires. On a l'impression, et vous avez l'impression, manager, que c'est jamais fini, cette histoire de reconnaissance. Il y en a jamais assez, c'est jamais la bonne forme, c'est jamais assez adapté. Et effectivement, c'est tout le temps comme ça et nous on l'explique alors un petit détour par la psycho mais on l'explique parce que c'est quand même vraiment un sujet assez complexe psychologiquement. En fait, quand on parle de reconnaissance, si on regarde très vite, on a l'impression qu'on parle de salaire, on y va y revenir un petit peu plus tard dans la discussion, ou de merci, ou de tape dans le dos. En réalité, la reconnaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est, en fait, les gens, ils ont besoin d'être reconnus, d'où le mot, d'être identifiés, d'être utiles, de se sentir utile. Et on se sent jamais assez utile, assez reconnu, assez présent. Donc, cette reconnaissance, elle existe partout. Elle existe dans la famille, elle existe dans les associations, elle existe au travail. Et elle est infinie parce que l'humain, il a un besoin infini sur ce sujet-là. C'est ça le problème de la reconnaissance de fond. Et du coup, c'est vrai qu'on n'arrive jamais à un seuil de satisfaction. C'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Donc pour le manager, c'est assez difficile à gérer et on se sent assez seul face à ce sujet, voire on a presque envie d'abandonner parfois. Et puis il y a des phases en plus dans la reconnaissance et dans la sensation d'être reconnu. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez très très bien vu dans vos équipes que vous allez pouvoir avoir pendant plusieurs mois un collaborateur qui a l'air épanoui, qui est bien dans son taf, à qui du coup les choses réussissent plutôt et qui va se sentir reconnu parce qu'en fait c'est assez facile de se sentir reconnu quand tout va bien. Et puis qui va avoir quelques difficultés liées à un petit échec, à un problème personnel ou que sais-je, et qui du coup va tomber dans une période où il a l'impression d'être nul et va se remettre vachement en question. Et c'est ça, il y a vraiment des vagues là-dessus qui sont complexes et qui sont pas que liées à votre management d'ailleurs, il faut se rassurer un peu. C'est aussi lié aux vagues de l'individu et de son chemin psychologique. Ouais, il y a des histoires de temporalité, mais il y a aussi une histoire d'individu. C'est que le premier constat qu'on peut faire, c'est que la reconnaissance ou le besoin de reconnaissance, il est très subjectif. Il y a autant de formes de besoin de reconnaissance qu'il y a d'individus, en fait. Vous prenez, par exemple, pour prendre quelques notions d'analyse transactionnelle, quelqu'un qui a un driver fait et fort, il va pas attendre la même forme de reconnaissance ou au même moment que quelqu'un qui a un driver soit parfait. Alors un peu d'explication, donc le fait effort, c'est quelqu'un qui, peu importe l'analyse transactionnelle, mais qui en gros a besoin de sentir que les choses qu'il obtient ont été obtenues suite à un effort. Donc là évidemment, si vous faites un acte de reconnaissance alors que il a obtenu quelque chose facilement,
pour lui ça marche pas. Quelqu'un qui a un driver soit parfait, c'est que lui, l'effort n'est pas le sujet, lui il veut que le résultat soit idéal, parfait. Et donc là, évidemment, si vous le reconnaissez un effort considérable pour un résultat pas parfait, ça marche pas. Donc dans ces deux exemples, on voit bien que la reconnaissance est presque inverse. Et si vous faites la même chose pour les deux, ça va marcher d'un côté et pas de l'autre. Déjà, le premier type, mais qui n'est pas des plus faciles à mettre en place, c'est de faire du sur-mesure en termes de reconnaissance. Et du coup, ça demande d'observer, de comprendre les membres de votre équipe. Et du coup, non seulement d'observer et de comprendre, mais aussi de se dire que la reconnaissance, c'est donc un sujet de long terme. Parce que vous n'êtes pas psychologue, nous non plus d'ailleurs. Et vous allez vous tromper parfois, et c'est pas grave, on préfère vous rassurer là-dessus. C'est impossible, je crois, moi, que c'est impossible d'être toujours juste. Mais en revanche, sur le long terme, si vous vous intéressez aux gens, vous allez tomber juste de plus en plus souvent, et du coup va s'établir ce qu'on appelle une relation de confiance, tout simplement. C'est-à-dire une relation où je sens que quand je fais les choses, je suis reconnu pour ce que je l'ai fait, y compris dans la maladresse parfois. Ouais, exactement. Je pense que la notion de confiance, elle est sous-jacente et elle conditionne la reconnaissance et la justesse et la pertinence de la reconnaissance. C'est au long cours, c'est-à-dire qu'il faut bâtir cette relation de confiance pour que ça marche, pour que la personne se dise, même quand effectivement le feedback n'est pas juste, l'intention était là. Exactement. C'est pour ça que nous, quand on travaille avec des clients sur ce truc-là, et là on anime des ateliers de reconnaissance dans un grand groupe, c'est la première chose qu'on leur dit, c'est ne vous obsédez pas par la compréhension psychologique hyper fine de tout le monde, mais au fil du temps, vous allez comprendre certains drivers ou certains leviers, et petit à petit, même si vous n'êtes pas des super experts, si vous n'êtes pas parfait en communication, etc., petit à petit, votre sincérité, votre constance fait que on va bâtir une relation qui permet à l'autre de se sentir reconnu. Avant d'aller peut-être un peu plus loin sur ces sujets, moi je crois qu'il y a un sujet qu'il faut qu'on traite et voir qu'on évacue, c'est le sujet de l'argent. Parce qu'il est forcément toujours lié à la reconnaissance. Alors évidemment, là, c'est même des croyances qui sont extrêmement fondées dans nos entreprises. Je crois pas avoir fait un seul atelier où on a prononcé ce mot sans que soit prononcé en même temps, oui mais mon système de prime ne permet pas de, oui mais nous ne distribuons pas les bonus, oui mais etc. Oui, donc, ou même de la part des collaborateurs, parce que tu parles du point de vue manager, mais du point de vue du collaborateur, oui mais en fait moi la seule façon de me motiver c'est qu'on me paye plus, c'est d'avoir plus de primes, etc. Voilà. Donc ça revient toujours, et des deux points de vue. Et du coup ça bloque en fait, ça bloque la discussion, ça bloque la mise en action d'un système de reconnaissance. Absolument. Alors qu'en est-il de l'argent ? La première chose, c'est que c'est marrant, il y a une similitude avec la reconnaissance. Tu as dit, Camille, tout à l'heure que la reconnaissance, on n'en avait jamais assez. Eh ben, l'argent, pareil. Et c'est le premier point qui pose problème dans l'argent, c'est que évidemment l'argent ce n'est qu'un moyen pour faire d'autres choses, comme vous le savez, et que si vous m'en donnez un peu plus, je vais savoir l'utiliser. Et donc on a aussi un sujet de ce matériau-là qui n'est pas émotionnel, qui est purement utile et qui est un peu infini. Donc le premier problème c'est ça, c'est qu'on n'en a jamais assez. D'ailleurs vous pouvez faire un petit test assez rigolo, hein, vous pourrez pas le faire, mais imaginez-le. Donner une très grosse prime cette année, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 000 € à tout le monde, c'est dans la plupart des entreprises une très grosse prime. Les gens vont être contents. Donner une très grosse prime l'année prochaine de 2 000 € au lieu de 3 000 et les gens vont râler. Et pourtant c'est une très grosse prime. Le problème de l'argent, c'est que il ne vit que parce qu'il permet, et donc il est infini, et donc on peut toujours imaginer qu'on en aurait plus, et une grosse prime, on s'y habitue très vite, vous allez voir. Oui, et puis il y a ça, et puis dans ce que tu dis, il y a aussi que l'argent, ça récompense le travail qui a été passé. Et donc ça ne vient pas récompenser, du coup, par logiquement, ce qui va se faire. Or, la motivation, c'est ce qui va arriver dans le futur. Il y a un truc qui est assez frappant sur l'argent pour aller dans ton sens, c'est que c'est marrant quand les gens, quand on en parle avec eux, ils ont toujours le sentiment, quand ils ont pas une prime, qu'ils auraient dû en avoir une, et quand ils l'ont eu, qu'ils l'avaient mérité. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent ne fait pas un surplus de motivation, il peut en faire un moins. C'est-à-dire, j'ai super bien bossé, j'ai pas ma prime, ça me démotive. Oui, donc là, juste pour résumer, l'argent, c'est pas un levier de motivation, mais c'est un levier de démotivation. Absolument. Et on dit pas qu'il faut pas l'utiliser, on dit juste que l'utiliser, c'est se mettre à niveau au mieux. Se mettre à niveau au mieux. Et encore, donner une prime que quelqu'un estimait pas assez élevée, vous avez donné une prime, ça vous a coûté.
et vous avez de la démotivation. Donc c'est très compliqué parce que les gens ont le sentiment de l'avoir mérité. Ils ont même le sentiment, en général, d'avoir mérité encore plus que ce que vous leur donnez. Alors ça, et puis ils ont l'impression dans le côté mérité, il y a par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a ça, le système aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, fait que ça crée beaucoup de comparaisons, beaucoup de jalousie, et aussi beaucoup d'injustice. Et ça, c'est hyper dur pour un manager, parce que souvent, nous, ce qu'on nous dit, c'est mais attends, comment je fais pour créer un système égalitaire dans mon équipe ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la distribution des primes et des enveloppes que les managers ont et qui sont finies, et ben il y a comment je distribue ça de manière juste. Ouais, donc t'as cette jalousie-là, et cette jalousie, elle va même plus loin, parce que comme l'argent, c'est un truc qui est parfaitement mesurable, tu peux vraiment te comparer très facilement. On va venir sur les vrais leviers de motivation, mais celui-là, c'est très mesurable. Nous, on a une expérience qui est rigolote, c'est que quand les enveloppes sont finies, je suis d'accord avec toi, c'est très évident que ce que je donne à l'un est enlevé à l'autre, pour faire simple. Mais même nous, dans notre entreprise, où on n'a pas d'enveloppe finie, c'est-à-dire que les décisions sont totalement indépendantes les unes des autres, c'est donc si j'augmente l'un, ça n'empêche pas d'augmenter l'autre, s'il y a une prime à l'un, ça n'empêche pas d'en donner une à l'autre, et ben t'as des phénomènes de comparaison quand même, juste parce que c'est comparable. Et que du coup, on a quelque chose qui est tellement comparable que c'est humain, c'est un instinct humain que de le comparer. Et donc, c'est un des vrais problèmes de la reconnaissance par l'argent, c'est que c'est toujours un peu la reconnaissance de l'un contre celle de l'autre, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble que toi, tu as une vision assez claire sur ce que devrait être le système de primes aujourd'hui dans une entreprise. Ah ouais, moi je suis assez clair là-dessus. Pour moi, et on a écrit des articles sur le sujet, le système de primes individuelles, il est là tout le temps, mais il est à proscrire. On a fait des grands articles pour dire qu'il fallait motiver les gens, récompenser l'effort, etc. Mais en faisant des systèmes de primes individuelles, on a juste aiguisé des jalousies, on a juste mis des silos dans les entreprises, on a juste rendu les entreprises imperméables des services les uns par rapport aux autres, créé des compétitions internes qui n'ont pas lieu d'être. L'argent n'est pas un système de motivation sain, notamment en individuel, parce que les gens vont trop chercher à maximiser leur intérêt à eux, alors qu'une entreprise est un système complexe. Et donc, non seulement l'argent est on l'a vu, un système de motivation faible pour les individus, parce que les gens n'ont jamais assez et qui se comparent aux autres, mais en plus, c'est un système pervers pour les organisations, parce que ça crée des silos, là où on a au contraire besoin de créer de la solidarité. Donc il faut sortir, il faut pas ne pas donner de primes, il faut les faire en collectif, mais il faut sortir de cette idée de corrélation entre la mobilisation, la motivation et l'argent. Donc toi, Patrick, tu préconises quoi en fait ? Tu préconises de faire des systèmes de primes basés sur le collectif uniquement. Et tu as des exemples de boîtes qui l'ont fait, où ça marche ? Bah oui, là on est en train de mettre ça en place dans un des secteurs d'LVMH, donc c'est pas rien, et on voit très très bien que les gens ils comprennent pourquoi ils le font, et ça donne du sens, et ça désilote beaucoup, donc les gens commencent à se parler alors que ils se considéraient comme des ennemis peu avant, donc c'est sûr que ça marche. Alors après, une fois qu'on a dit ça, même en collectif, c'est pas ça un système de reconnaissance, ça c'est un système fiable de primes. Ça contribue à la reconnaissance, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est pas suffisant. Oui, c'est une brique. C'est une brique. C'est une brique. C'est une brique, et il y en a d'autres, et notamment, on va maintenant passer un peu de temps là-dessus, qui est quand même la brique principale, qui est la fierté, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, et c'est le vrai moteur humain, il est pas dans le financier. Et alors ça paraît enfoncer une porte ouverte là ce que je dis, mais en fait on le voit tous les jours en tant que manager, vous êtes un prisonnier de ces contraintes autour du financier, et c'est normal parce que ça crée énormément de stress tous les ans à la période où vous devez distribuer les enveloppes. Juste, faut vous dire, et ça, toutes les études des neurosciences en attestent, le vrai moteur humain, il est pas là. Le vrai moteur humain, Patrick le disait, c'est la fierté, c'est l'envie d'écrire une page de l'histoire, c'est l'envie de laisser sa trace quelque part, de se sentir utile, même sans avoir un grand destin. On n'est pas obligé d'être Barack Obama ou Martin Luther King, mais voilà, de mettre sa petite patte quelque part dans l'histoire. Ouais. Et le travail, c'est ce qui permet de le faire. Absolument. Mais c'est très très rigolo d'ailleurs. Et nous, on a une preuve très concrète de ce truc-là, c'est que tout le monde nous dit
que les autres sont motivés par l'argent, mais pas lui. Et ça, c'est vraiment très rigolo. C'est-à-dire que t'as que des gens qui nous disent ça. Donc, au bout d'un moment, nous on dit, mais il est où celui qui est motivé que par l'argent? Il y en a de temps en temps, mais ils sont en fait très très peu nombreux. Et c'est rigolo aussi. Moi, j'ai un vrai plaisir à aller rencontrer des managers, etc. Et quand on rencontre des managers en fin de carrière et qu'on leur demande qu'est-ce que tu retiens de ta carrière, mais c'est jamais la prime qu'ils ont reçue 20 ans avant, jamais, même si elle est grosse. C'est l'exploit qu'ils ont réalisé, c'est le grand projet successful, c'est la nouvelle entité qu'on a créée tous ensemble, etc. C'est jamais l'argent. Jamais. Et c'est souvent d'ailleurs des aventures collectives dont Très on souvent. nous parle, en fait. Souvent. C'est rarement l'exploit qu'on a réalisé tout seul. Quand on interroge les managers comme ça, quand on fait un petit exercice, c'est vrai que c'est souvent l'aventure humaine qu'on a vécue. À laquelle on a le sentiment d'avoir pris part. Voilà. Il y a Ouais. vraiment il y a j'ai pris part, donc il y a un truc de l'ego, personnel, j'ai pris part à quelque chose qui collectivement me paraît avoir de la valeur. Et ces deux notions sont vraiment intimement liées. Et du coup, d'ailleurs, ça nous permet d'aller vers une des choses qu'on voulait vous dire et qui nous semble les plus essentielles dans l'histoire de la reconnaissance. C'est souvent quand vous venez nous parler de ce problème-là, vous êtes juste dans comment je reconnais, c'est-à-dire comment je vais faire un bon feedback. Une fois qu'on est sorti du financier, du coup je précise, mais comment je vais faire un bon feedback, à quel moment, etc. Nous, il y a une chose qu'on dit, c'est déjà, avant de vouloir reconnaître quelqu'un, il faut peut-être créer les conditions pour qu'on puisse le reconnaître. Ouais, ça c'est essentiel parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de faire un feedback positif à quelqu'un et qu'il le prenne mal. Ça arrive finalement assez souvent. Moi, je dis souvent d'ailleurs que les feedbacks positifs sont plus durs à faire que les feedbacks négatifs parce que les feedbacks négatifs, ils nous fâchent, mais on l'avait prévu. Les feedbacks positifs, ils peuvent nous fâcher et ça nous surprend parce qu'évidemment, on pensait que ça allait créer du bonheur et du truc. Et pourquoi ça nous fâche? C'est parce que on revient sur un peu nos drivers de tout à l'heure, c'est que parfois on fait un feedback positif en disant ah ouais, en formation on m'a dit qu'il fallait faire des feedbacks positifs, alors vous faites votre feedback, vous le faites bien d'ailleurs, mais en fait la personne en face de vous, elle a pas l'impression d'avoir fait un exploit. Ah oui. Et donc du coup elle se dit oh il me passe la brosse à reluire, oh là là il va me demander Oh, c'est quelque louche. chose, Il se dit c'est Ouais, louche. ouais, c'est Là il y a louche. un truc qui arrive. il va me Il y a- demander un truc, c'est C'est clair. ça. Bon, déjà, ça arrive moins si vous avez créé la relation de confiance dont on parlait au début, mais surtout, ça arrive moins si la personne a elle-même l'impression de mériter. Et pour ça, nous, on dit aux managers, surtout, créer des conditions pour ça. Créer les conditions de l'exploit. Alors, il y a des moments où les conditions du job vont faire que ça se passe comme ça. Je prends un exemple. Vous êtes dans un moment d'adversité. Moi, je travaillais pas mal en raffinerie. Il y a une fuite sur le terrain. Tous les mecs doivent y aller. Là, forcément, il y a personne qui se pose la question de est-ce que je vais être reconnu, est-ce que je mérite ou pas. Tout le monde réalise un exploit. Et d'ailleurs ils sont fiers. Et ils d'ailleurs, sont fiers. Et dans ces moments-là où l'équipe est le plus soudée, que le manager a le moins de boulot à faire, on va dire presque. Ouais, En tout et- cas, sur la reconnaissance. Et c'est très rigolo. Et d'ailleurs, moi, je leur dis d'ailleurs pour marquer un peu les esprits, c'est de dire, il y aurait une bonne solution pour faire de la bonne reconnaissance, c'est qu'il y ait beaucoup d'accidents. Hein. Alors évidemment, c'est une mauvaise idée, et notamment dans des usines dangereuses. Mais vraiment, on voit bien que c'est l'urgence très souvent qui crée les reconnaissances les plus fortes. Et on le voit d'ailleurs dans les interviews de fin de carrière avec des gens qui nous disent, on a sauvé la vie de telle personne, on a réussi tel exploit, on a réussi tel truc. Et souvent, c'est dans l'urgence. Mais évidemment, vous allez pas créer des problèmes juste pour faire de la reconnaissance. Et donc, l'enjeu, c'est comment on crée un système qui crée des exploits sans créer du risque ou de l'urgence. Ouais, exactement. Et après, là, il y a deux choses, du coup, qui me viennent à l'esprit. C'est vous avez peut-être aussi un job où il y a tout le temps de l'urgence, tout le temps de l'adversité. Et là, il y a un risque, un écueil qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, on banalise l'extraordinaire. C'est-à-dire que les gens font des choses extraordinaires, mais ils ne s'en rendent plus compte. Et du coup, vous non plus, c'est devenu normal. C'est devenu la routine de faire des choses difficiles. Là, c'est aussi de prendre de la hauteur et de se dire, c'était quand même pas facile, ce qu'ils ont fait là. C'est très vrai, par exemple, ça dans le milieu du commerce, parce que dans le milieu du commerce, chaque matin, quand on ouvre sa boutique, on recommence de zéro. Et puisqu'on recommence avec un chiffre d'affaires de zéro le matin, quoi. Et donc dans le milieu du commerce, on a un peu ce truc-là qui est tout est toujours à zéro, quoi. Et ça, c'est vraiment important dans ces milieux-là, très répétitifs, d'arriver à redorer le blason des exploits, quoi. Ouais, exactement. Les reconnaître à nouveau. Et puis, le deuxième écueil que je vois, moi, c'est de lâcher un peu l'affaire dans les temps faibles. C'est-à-dire que quand vous avez des jobs avec des pics opérationnels, des pics de stress, souvent, même quand vous êtes manager, quand ce pic redescend,
c'est un peu le moment où vous lâchez un peu, quoi. Vous dites, bon, ça va, moi aussi, je me repose un peu dans mon management. Et or, c'est là, en fait, où il faut redoubler d'efforts pour que les gens existent, pour qu'ils se sentent utiles, même si il n'y a pas un contexte qui fait que. Exactement. Et alors moi j'ai une question que je pose souvent aux managers, je sais pas toi comment tu t'y prends, mais moi pour les aider à réfléchir à ça, alors je prends souvent l'exemple de la caissière de chez Auchan en disant quel exploit elle peut faire dans sa semaine, et vous allez voir que c'est assez compliqué de trouver un exploit qu'elle peut faire dans sa semaine dans ce métier-là. Mais que ce soit chez Auchan ou ailleurs d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Mais je trouve que cette question elle est importante, c'est regardez quelqu'un dans votre équipe et demandez-vous quel exploit potentiellement il peut faire. Je ne dis pas qu'ils vont tous le faire l'exploit, mais ce qu'il faut c'est idéalement c'est qu'ils aient tous l'opportunité, s'ils le souhaitent, de réaliser un exploit. Comment on fait ça ? Ça c'est vraiment le système managérial le plus efficace, de se poser cette question et de proposer aux gens des possibilités d'exploit, pas des obligations. Et ça, des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Pas tout le temps, mais parfois. Par exemple, faire parler quelqu'un en public qui ne parle jamais ou rarement en public. Ouais, l'inviter à un codir, par exemple. Par exemple, pour qu'il présente quelque chose. Donc ça peut être une possibilité, mais il y en a sûrement 1000 autres selon le job que vous faites. Hein. Moi, pour vous donner quelques exemples, moi qui ont très très bien marché, faire présenter un bout de stratégie à un agent un manager de terrain, ça lui fait peur, mais sur le coup, si on le prépare bien, il va avoir peur et il va réussir et il va être très fier de lui. Du coup, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que exploit ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut trouver, en tant que manager, le bon niveau de difficulté. C'est-à-dire que le bon niveau de difficulté sera peut-être pas le même pour Patrick que pour moi, pour la même action. Et ça, c'est le job du manager d'adapter ça. Parce que si vous lui donnez quelque chose qui est trop difficile, du coup, vous allez créer l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va peut-être aller dans le mur. Du coup, c'est un échec. Alors, on peut avoir toute la philosophie de résilience qu'on veut derrière. Ça peut rester dans l'esprit de la personne un échec, et du coup, un peu sa relation de confiance est cassée. Et puis, si c'est trop facile, bah là, à l'inverse, il a l'impression de pas mériter. Donc, finalement, l'exploit n'en était pas un. Et c'est pour ça, parfois, on parle de délégation dans les entreprises, etc. Nous, c'est vraiment l'outil qui est bon, mais parfois, quand on délègue, on a tendance à déléguer des choses faciles. Nous, on dit globalement, faut déléguer des choses difficiles et les plus intéressantes. C'est-à-dire, ne déléguez pas à aller chercher le café, pour prendre une caricature, déléguez le pilotage d'un projet. Par exemple, quand vous êtes en codir et que vous cherchez qui va piloter le projet, je ne sais quoi, ne prenez pas celui qui a piloté les 8 précédents du même ordre. Prenez celui qui ne l'a jamais fait ou pour qui ça va être seulement la 2e fois. Parce que, comme ça, celui qui l'a déjà fait 8 fois, c'est plus un exploit de toute façon, et donc il y trouve plus de fierté, c'est normal pour lui. Et en revanche, celui qui fait ça pour la 1re ou la 2e fois, ça peut éventuellement être un accomplissement, ça va nécessiter un peu de travail pour l'aider, bien sûr. Mais en revanche, en termes de management, en termes de fierté, c'est beaucoup plus efficace. Mais tu vois, Patrick, pour faire ça, moi, je trouve ça super. C'est juste que je vois l'objection qui arrive du manager qui est de dire, ouais, mais du coup, le mec qui le fait pour la 1re fois, il va être moins bon que celui qui le fait pour la 5e. Et donc ça veut dire aussi qu'on est capable de reconnaître l'effort et le progrès plus que le résultat et la performance. C'est ce qui est difficile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, parce que quand même beaucoup d'entreprises, même si ça commence à pouvoir paraître obsolète, regardent uniquement la performance et le résultat. Et du coup, comment on arrive un peu à lâcher prise là-dessus et à faire confiance en tant que manager. Je pense que déjà, et je te vois qui t'agite à côté, Pat, mais je vais laisser parler. Non, mais déjà, je pense de se dire, c'est dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut pas regarder la semaine prochaine. Il faut regarder, quand on prend le sujet de la reconnaissance, il faut regarder à 6 mois, au moins. Ah oui, je suis d'accord. Et non, je m'agite un peu parce que c'est juste pour un point je suis même pas sûr, en fait, que celui qui fait pour la 1re fois, il fasse moins bien que pour la 5e. Non, en fait, c'est un risque que le manager peut avoir en tête et qui du coup l'empêche de faire ça. Mais pour prendre mon exemple personnel, par exemple, moi c'est clair que je fais ce métier-là depuis plus de 10 ans. Oh putain. Ah oui, ça fait beaucoup. Non, mais pour de vrai, il y a des actions que je vois que je fais moins bien que des consultants qui sont là depuis quelques mois. Et en fait, je les fais moins bien parce que pour eux, c'est la 1re fois qu'ils le font, ils sont concentrés, ils vont vachement préparer, ils vont se préparer. Pour eux, c'est vachement important. Et du coup, ils vont donner ce qu'ils ont et être très sincères. Et moi, il y a certains trucs où c'est vrai que je les ai fait beaucoup de fois. Et donc oui, marre en fait. Ouais, mais non, mais vrai. Mais oui, mais exact. Non, mais certains trucs, évidemment pas tout le
métier. Mais il y a évidemment des trucs où oui, ça me saoule. Et bien sûr. Et ça me saoule de les faire parce que je les ai déjà fait beaucoup de fois et qu'effectivement j'y vois plus. Les réussir ne m'apporte pas spécialement de fierté. Et donc j'y vais parfois un peu cool. Et mes clients, je leur dis des fois, je leur dis mais ils me disent moi c'est pas toi. Non, c'est pas moi, mais ça sera peut-être sur certains sujets beaucoup mieux parce que c'est des gens qui vont être plus impliqués que moi qui parfois m'ennuie un peu à faire certains trucs. Et c'est pas tout. Et moi j'ai maintenant d'autres défis qui m'amènent de la fierté, mais effectivement l'expérience fait que les défis se décalent énormément et il faut gérer ce truc-là, ce décalage et accepter que c'est pas forcément parce qu'on l'a fait 10 fois qu'on est meilleur. Ouais. Et du coup, on arrive sur un sujet qui est assez intéressant, c'est qu'est-ce qu'on reconnaît et comment on évalue. Et nous, on dit souvent il y a 2 écoles. Il y a l'école de je reconnais uniquement le résultat et la performance du collaborateur. Et puis il y a une autre école qui dit moi je regarde plutôt le progrès et plutôt les efforts qu'il a déployés. Parce que il y a un point B à atteindre, mais on part pas tous du même point A quand même. Pensez à un exemple tout bête dont parlait quelqu'un qui participait à l'atelier que j'animais la semaine dernière sur la reconnaissance. Quand on prend un poste, on peut être quelqu'un de très bon, avoir acquis plein de compétences, mais on prend un poste qui n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Par exemple, on passe de contrôle de gestion à de la supply chain dans une boîte. On arrive, on est plutôt intelligent, plutôt reconnu dans ce qu'on a fait par nos précédents boss ou employeurs, et pourtant on a tout à recommencer. En tant que manager de cette personne, vous pouvez pas attendre au bout de 6 mois ce que vous attendez de ceux qui font ça depuis 10 ans. Ça, c'est l'exemple le plus basique. Ouais. Si vous le prenez sur un autre exemple qui n'est pas dans le milieu de l'entreprise mais qui est évidemment très net, c'est l'exemple d'une classe de CE2 ou de CM2 sur une dictée. Vous voyez bien que celui qui habituellement a 4 sur 10 et celui qui habituellement a 8 sur 10, vous avez 2 façons de faire. Soit vous exigez de tout le monde qu'ils aient 8 sur 10 et auquel cas vous n'êtes plus exigeant avec le bon et vous êtes excessivement exigeant avec le mauvais. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer 2 clans dans votre classe, les mauvais en orthographe et les bons en orthographe. Il y a assez peu de chances que que les mauvais passent dans la case des bons. Ou alors vous avez une exigence que moi je trouve beaucoup plus juste, différenciée, qui est par exemple gagner tous un point. Et donc je vais plus féliciter celui qui passe de 4 à 5 sur 10 que celui qui stagne à 8. Ça veut pas dire que je trouve que c'est nul de stagner à 8, ça veut dire que je reconnais l'effort et que je dis à celui qui est passé à 5, c'est super. Et si celui qui a eu 8 et que je n'ai pas félicité parce que ça fait 4 fois qu'il a eu 8, vient se plaindre que j'ai félicité celui qui est passé de 4 à 5, c'est une des seules fois où en termes de management, moi je suis un peu dur parce que en gros, occupe-toi de tes fesses. Enfin, il y a un côté qu'est-ce que ça te change à toi que je sois gentil avec celui qui progresse? Il y a un côté assez pénible, quoi. Tu vois, je pense je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on est formaté. D'ailleurs, le système scolaire, je crois qu'il est en train d'évoluer, mais c'est lent quand même. Je suis pas une spécialiste du sujet, mais en tout cas, quand j'étais à l'école, qui a pas si longtemps, quand même, hein. Non, mais en tout cas, ça datait un peu. Ouais, en tout cas, non, mais voilà, tout ça pour dire que l'analogie avec le système scolaire, elle est assez évidente et on retrouve ce formatage aujourd'hui dans les systèmes de management. C'est-à-dire que on facilement, quand même, en France, on laisse facilement les mauvais élèves sur le côté. Ah, oui. Sauf que si vous faites ça dans votre équipe, déjà, ça veut dire que vous pensez peut-être que vous avez une équipe de top performers. C'est rarement le cas, quand même, hein. En général, les clients qu'on accompagne, c'est rare que j'ai quelqu'un qui me dise, moi, mon équipe, ils sont tous au top. Non. Et puis, donc ça veut dire que vous en laissez sur le côté et que cela c'est un peu le poids mort, quoi. Vous dites, de toute façon, ils vont rester poids mort. Sauf que c'est dommage parce que, en général, vous avez un poids mort, déjà, si vous le laissez poids mort, personne n'en voudra, donc vous n'allez pas vous en débarrasser facilement. Donc vous allez vous le traîner. Et puis, vous allez démotiver ceux qui sont très bons, parce que ceux qui sont très bons, à un moment, ils ont envie aussi d'être challengés. Donc c'est dommage de pas s'en occuper et de créer cette constitution d'équipe-là. Et donc la reconnaissance, c'est pour effectivement deux grands aspects. L'aspect de créer la possibilité d'exploit. Et pour le gamin qui a 4, c'est d'avoir 6. Pour le gamin qui a 8, c'est d'avoir 10. Et puis la deuxième chose, ensuite, effectivement, c'est d'avoir de l'exigence pour tous. Parce que pareil, quelqu'un qui est un peu faible, parfois les managers, ils sont gentils, ils se disent « Oh, je vais pas trop le challenger parce qu'il est pas bien dans sa vie, etc. » Mais non, en faisant ça, on augmente le regard de non-performance sur l'autre. Donc il faut challenger tout le monde. Simplement, il faut les challenger en fonction de leurs capacités. Mais il faut pas enlever le niveau d'exigence à quelqu'un qui est en difficulté. Il faut juste l'adapter. Ça, c'est essentiel. Et si vous avez un système qui crée des conditions d'exploit variables en fonction des trucs, en adaptant aux individus, au moment, au niveau, etc., mais en ayant de l'exigence pour tous, alors vous allez avoir
individuellement des gens qui vont potentiellement avoir des exploits tous à leur niveau. J'avais tout le temps 4, j'ai 6, je suis fier de moi, je monte ma note à maman en rentrant en rentrant à la maison, pardon. Et puis, collectivement, vous allez faire prendre 2 points à tout le monde, ce qui va vous apporter des résultats collectifs. Or, aujourd'hui, des autres systèmes, qu'est-ce qu'ils consistent à faire ? Ils consistent à mettre le feu hyper fort sur ceux qu'on appelle les meilleurs, hein, vous savez, les potentiels, les hauts potentiels, scandale. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être ce que tu vas dire, mais en fait, il y a une usure de ces mecs-là. Bien sûr. Et en fait, 2 points de moyenne, au bout de 2 ans, ils en peuvent plus. Mais ouais. Il va falloir être pressurisé à mort si vous voulez avoir le même résultat de 2 points de moyenne pour tout le monde. Une entreprise, ça marche pas avec 10% de haut potentiel. Une entreprise, ça marche avec 90% de gens normaux, pas des hauts potentiels. D'ailleurs, moi, je suis un peu contre même la notion même de haut potentiel. Pour moi, une entreprise, ça marche avec 90% de gens normaux. Qui ont envie, en tout cas. Oui, qui ont envie, qui ont envie, qui ont de l'énergie à mettre. Voilà, c'est ça. Et qui peuvent changer en fonction du temps, etc. Et du coup, qui vont développer leurs compétences. Absolument. Et les hauts potentiels, moi, j'ai déjà vu d'ailleurs des équipes qui progressaient quand le meilleur partait. Parce que le meilleur, en fait, il étouffait. Il était un peu le petit chouchou, et il étouffait le management. Et donc, en fait, il faut absolument avoir un truc comme ça, où tout le monde peut trouver sa place, et où on est exigeant avec tout le monde, chacun à la mesure de ses trucs. Et ensuite, une fois que vous avez ces exploits, là, on peut commencer à faire du feedback qui marche. Ouais. Mais il ne marche qu'à ce moment-là, le feedback. Et alors, moi, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant parce qu'on le voit là avec les managers quand on leur demande de nous parler de la reconnaissance, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. On le fait de manière d'ailleurs assez basique quand on introduit ce genre de sujet. Souvent, il y a un amalgame qui est fait, une confusion entre plusieurs formes de reconnaissance. D'ailleurs, le premier, c'est d'ailleurs t'as vu, on a animé un codir sur le sujet il y a pas longtemps, qui voulait qu'on appelle ça, qu'on appelle l'atelier feedback positif. C'est pas la même chose, feedback positif et reconnaissance. On va vous expliquer pourquoi. Ouais, en gros, c'est vraiment la différence entre l'outil et le système. C'est-à-dire que le feedback positif, on va vous donner des conseils, il faut qu'il soit fait à tel moment par rapport au moment où les choses se sont passées, il faut qu'il y ait le contexte, il faut que ce soit factuel, blablabla. Tous ces conseils sont pas idiots, mais simplement, le feedback, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Émerger de l'iceberg. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est cette fierté qu'on va chercher à créer. Et il vaut mieux un feedback un peu raté, mais un fond très fort, qu'un feedback impeccable techniquement, avec un fond tout branlant, quoi. Ouais, complètement. Et moi, du coup, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, sur la reconnaissance. Déjà, le premier, c'est l'intérêt qu'on peut porter aux collaborateurs. Et reconnaître quelqu'un, c'est pas juste lui faire un feedback positif. C'est déjà reconnaître la personne parce qu'elle existe. Et d'ailleurs, souvent, vous l'avez sûrement d'ailleurs entendu, ce qui peut être le plus douloureux pour un collaborateur, c'est un manager qui lui dit pas bonjour. Pourquoi ? Parce que dire bonjour, c'est l'exemple le plus basique, hein. C'est reconnaître que la personne est là et qu'elle existe. Ah oui, c'est la reconnaissance niveau 1, mais indispensable. Hein. Niveau 1, indispensable. C'est comme une pyramide de Maslow de la reconnaissance. L'étape numéro 2, c'est la gratitude. Il y a un manager qui me disait récemment, moi j'ai pas de problème, je dis tout le temps merci à mes équipes. Ouais, et notamment il y a une croyance qu'il faut battre en brèche, c'est est-ce que je dois dire merci quand les gens font juste leur boulot ? Ben oui, il y a pas de débat là-dessus. Enfin, nous on n'a pas de débat là-dessus. Ouais. Oui, faut dire merci quand les gens font juste leur boulot. Voilà, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est ça la reconnaissance ? La gratitude, ça fait partie, mais c'est pas que ça. En tout cas, c'est là qu'il faut pas confondre complètement les deux notions. Nous, on pense qu'il y a un troisième niveau qui est quand même de permettre l'estime de soi, la fierté, voilà, toutes les notions qu'on évoquait tout à l'heure. Celle-là, elle est plus difficile à atteindre parce que ça demande de s'investir un peu plus, de mettre un peu plus de soi dans ce qu'on offre aux collaborateurs. Et c'est là que c'est pas forcément positif. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance, elle a plus d'impact, elle a plus de profondeur quand vous allez permettre une chose qui s'appelle le progrès. Et on progresse pas que avec des feedbacks positifs. Oui, oui, absolument. Et du coup, alors évidemment, ne vous dites pas je vais faire plein de feedbacks de progrès à mes équipes et puis elles vont se sentir reconnues. C'est un ensemble de choses. Mais effectivement, si vous faites que des feedbacks positifs, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez apparaître comme étant le manager gentil, voire le manager bon copain, mais qui en gros fait ça pour avoir la paix.
Et même si c'est pas votre intention, c'est ça que vous allez récolter. Donc en gros, l'idée c'est de dire et c'est pour ça qu'on va venir sur un mot qui nous paraît absolument essentiel pour nous, c'est la sincérité. C'est pas la technique, c'est la sincérité. C'est-à-dire que si vous avez envie que quelqu'un progresse et qu'il a fait une erreur, il faut lui faire un feedback négatif, en tout cas lui proposer un point de progrès. S'il a fait quelque chose qui vous paraît bien, l'exploit ou pas, mais en tout cas juste, il faut faire un feedback positif. C'est aussi simple que ça, si j'ose dire. Et donc la sincérité. Vous ressentez que c'est bien, feedback positif. Vous pensez qu'il peut s'améliorer, point de progrès. Mais tu vois, là où tu vas encore un cran dessus, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis là, Patrick, mais c'est qu'en plus, quand tu vas dire là, c'était bien, parce que t'as mis en avant telle qualité ou telle compétence, parce que spécifiquement, t'as fait ça. Et c'est vrai que ça va faire grandir la personne déjà parce qu'elle te dit, ah oui, il a vu que j'ai fait ça. Et souvent, mais ça, le manager, il voit quand même que le projet a marché, mais ce qui a vraiment bien marché au milieu, il sait pas toujours, en tout cas. Donc, ça montre déjà qu'il y a une espèce d'observation, d'acuité, sur ce que font les collaborateurs. Et puis, en plus, vous leur permettez d'identifier leurs forces. Et, de la même manière, vous leur permettez aussi d'identifier, là où ils sont un peu plus faibles, en faisant un feedback un peu plus négatif ou constructif, on l'appelle comme on veut, finalement c'est la même chose, mais c'est-à-dire que oui, effectivement, ça va pas marcher, et vous allez voir déjà que ça soulage l'autre, parce que le collaborateur, les gens sont pas cons, c'est-à-dire qu'ils savent très bien quand ils ont merdé sur un truc, et en fait ça les soulage quand on leur dit, non mais on est tous les deux alignés là-dessus, ça n'a pas marché, c'est pas grave, faudrait bien le dire, hein. C'est pas grave, c'est pas facile, hein, non, c'est pas grave, ça dépend ce que c'est quand même la faute, mais on va dire que c'est pas, il y a pas eu de mort et il y a pas eu des millions perdus. Donc c'est pas grave, mais du coup ça met en avant une lacune ou une compétence que t'as pas, ou voilà, on va aller de l'avant ensemble. Bon, ça c'est le dernier niveau, c'est pas facile. Et c'est là que nous on pense que ces niveaux-là, ces 3 niveaux dont on parle, donc la reconnaissance pure, je te dis bonjour, la gratitude, je te dis merci, et la reconnaissance plus élevée où je travaille l'estime de soi en positif et en négatif. Et le progrès, voilà, exactement. Ça, nous on pense que c'est bien plus important que la technique. Et d'ailleurs, on a eu une discussion amusante avec un manager qui nous questionnait en nous disant, mais dans notre formation feedback, on nous a dit que quand on faisait un feedback négatif, il fallait mettre un feedback positif avec, et inversement. Mais là, on voit typiquement le problème quand la technique prend le pas sur le fond, c'est que, en fait, les équipes, elles sont pas du tout dupes. C'est-à-dire que si vous mettez un feedback positif juste pour faire passer votre feedback négatif, au bout d'un moment, à chaque fois que vous allez faire un feedback positif, ils vont attendre patiemment que vous arriviez à la valda que vous voulez leur balancer. Donc, moi, je conseille pas ça. Je conseille de dire, vous êtes content, vous dites que vous êtes content. La personne a fait des progrès, vous validez les progrès. La personne doit faire des progrès, vous explicitez les progrès qu'il doit faire. Vous essayez d'être aussi sincère que possible. Mais c'est pas juste et sincère. Voilà, juste et sincère, et on n'essaie pas de faire passer. Quand je vais dire à quelqu'un c'est pas bien, c'est pas bien. Et puis on peut le dire gentiment, on peut le faire de la pédagogie, on peut expliquer, mais c'est pas la peine de le faire passer en disant ça c'était vachement bien. Mais bon, il y avait quand même. Non, s'il y a un truc qui est pas bien, on dit que c'est pas bien. Et on fait un effort pour le dire gentiment, mais il faut le dire. Les gens sont pas dupes. Et c'est ça pour nous. Le truc, c'est que la technique, c'est utile, mais c'est derrière le fond de la reconnaissance qui est une relation, et une relation qu'on crée sur la durée. D'ailleurs, on l'a vu, on était à un codir ensemble, Patrick a demandé, mais ça marche quand tu fais ton truc de sandwich là? Et c'est tout dit, bah non. Effectivement, on a l'impression que c'est le manager qui est avec son tuto à côté et qui essaye de faire un truc, et du coup, ça marche pas. Ouais, c'est pas du tout naturel, et ça fonctionne jamais. Et du coup, il y a un autre pendant là, dont on n'a pas parlé, c'est que c'est pas facile de faire tout ça quand on n'est pas dans une culture d'entreprise où il y a un droit à l'erreur qui est fort. En fait, il y en a pas beaucoup des entreprises où il y a un droit à l'erreur qui est fort. Le fun to fail, déjà, c'est plus américain. Et puis, on l'aime bien dans la théorie, dans les conférences, mais après, dans la pratique, c'est quand même plus compliqué. Et donc, du coup, on a des managers qui nous disent, mais nous, c'est impossible, ça. Nous, l'erreur, c'est le drame. Et même moi, je crois que quand on est dans une culture d'entreprise, parce qu'on peut être dans un grand groupe de X milliers de collaborateurs, mais à son échelle, on peut essayer de lâcher prise sur certaines choses, je pense. Ce qu'il faut, c'est différencier les sujets. Il y a souvent des sujets où, effectivement, culturellement, les droits à l'erreur, à tort ou à raison, sont impossibles. Et puis, il y a plein de sujets où, en réalité, tout le monde s'en fout. Et donc, du coup, il faut identifier les sujets qui sont dans votre domaine de responsabilité, dans votre cercle d'influence, là, dans les endroits où vous avez le droit d'agir, et vous allez voir que il y en a des tas où vous avez le droit d'avoir ce truc-là. Et donc, pour conclure sur ce sujet de la reconnaissance, j'ai envie de vous dire, il y a un peu de psychologie là-dedans, il y a un peu de technique là-dedans, il y a un peu de savoir-être et tout ça, mais surtout, dites-vous que quelle que soit votre échelle,
petite équipe, moyenne équipe, grande équipe, entreprise complète ou service simple, vous pouvez créer un système de reconnaissance sain. Évidemment, s'il est imbriqué dans un système pourri, ça va pas tout rattraper, mais ça sera infiniment mieux que si vous ne le faites pas. Et la bonne preuve, c'est que dans les entreprises, il y a toujours des différences. Par exemple, je vois très bien dans la distribution, si vous avez, 180 magasins, il y a toujours un magasin où la reconnaissance est super et un magasin où elle est catastrophique. Et pourtant, c'est le même cadre. Donc, on peut vraiment créer un système qui joue, et comme le local prime beaucoup sur le global dans ces sujets-là, vous pouvez vraiment faire des avancées, même si ce sera pas parfait. Tout à fait. Il faut juste du temps, de la confiance, et puis je pense garder en tête que faut pas toujours trop viser la performance. C'est en la visant trop qu'on n'y arrive pas toujours. Et pour aller plus loin, Aller plus loin. On va aller encore un peu plus loin. On va aller plus loin. Alors, pour aller plus loin ce mois-ci, on vous propose, comme d'habitude, des lectures dans le Wikimanagement, 2 articles en particulier, de l'art de la reconnaissance, qui traite de la reconnaissance en général, et puis savoir féliciter un allié, qui va un petit peu plus en précision sur la reconnaissance de ceux qui contribuent le plus à votre projet. Et puis évidemment, pour avoir des lectures en dehors de nos publications à nous, on vous invite à lire, une fois n'est pas coutume, un livre de management qui s'appelle Le Manager Minute, un des livres les plus simples et les plus efficaces que nous ayons lus. C'est pas un livre de grande philosophie, mais il donne des trucs assez efficaces pour la reconnaissance au quotidien. Et si vous voulez aller vous faire plaisir avec une œuvre de fiction qui peut vous faire réfléchir sur le sujet, je vous invite à revoir, si vous l'avez déjà vu, ou à voir obligatoirement si vous ne l'avez pas vu, Le Lauréat de Mike Nichols, un magnifique film sur l'adolescence, avec un démarrage de film merveilleux, où on voit que la reconnaissance d'une famille tombe complètement à l'eau face à un jeune homme qui ne pense pas mériter tous ses honneurs. Passionnant. Merci à tous de nous avoir écoutés une nouvelle fois sur ce sujet de la reconnaissance. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur le Wikimanagement, sur les articles dédiés ou sur notre page dédiée au podcast. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet de management. À bientôt. À très vite. À suivre.